En 1808, pendant la famine, Monsieur Lavigerie, archevêque d'Alger, inaugurant en cela son système de propagande, recueillit un grand nombre d'enfants indigènes abandonnés, garçons et filles, qui reçurent le baptême et furent élevés dans des principes chrétiens. Cette fondation charitable a donné lieu à la plus instructive, mais aussi à la plus navrante des expériences. Il n'y a pas longtemps, me rendant d'Alger à Constantine, j'eus l'occasion de causer dans le train avec un ecclésiastique fort distingué, qui me parut ne plus nourrir aucun espoir au sujet de l'amélioration de cette malheureuse race arabe. Il me raconta l'histoire lamentable des orphelins de Monsieur Lavigerie. 4000 enfants environ, me dit-il, lui ont passé par les mains, 100 seulement sont restés chrétiens. Presque tous sont revenus à l'islamisme. Ces orphelins ont d'ailleurs, en Algérie, la plus détestable réputation. Les divers colons bien intentionnés, qui se sont avisés d'en employer quelques-uns, ont dû se débarrasser d'eux au plus vite. On a eu l'idée de les marier les uns aux autres. On a installé ensuite ces ménages dans des villages spéciaux, on les a pourvus de terre, on les a outillés, on les a mis dans le meilleur état pour bien faire. Les résultats ont été lamentables. En 1880, dans un de ces villages, ils ont assassiné leur curé. Le médecin européen pendant la lutte de libération. Fatima Slaoui, femme de ménage, toujours faible. Tuberculose. Mohamed Ben Hassan, garçon de blanchisserie. Pas en train, toujours la même toux. Tuberculose. 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 Oui, ainsi chaque année, des milliers d'Algériens sont emportés par le terrible mal. En règle générale, le médecin colonisateur adopte l'attitude de son groupe en face de la lutte du peuple algérien. Derrière le médecin qui pense les plaies de l'humanité, apparaît l'homme, membre d'une société dominante et bénéficiant en Algérie d'un niveau de vie incomparablement plus élevé que celui de son homologue métropolitain. La pratique médicale prend très souvent aux colonies un aspect de piraterie systématisée. Injection d'eau bidistillée, facture et pénicilline ou vitamine B12, radioscopie pulmonaire, séance de radiothérapie visant à stabiliser un cancer, alors que le médecin ne possède aucune installation radiologique. Il suffit au médecin, dans ce dernier cas, de placer le malade derrière un drap. Et au bout de 15 à 20 minutes, de déclarer la séance terminée. Il arrive même que les médecins des agglomérations rurales se vantent, plusieurs exemples sont connus en Algérie, de pratiquer des radioscopies à l'aide d'un aspirateur. Signalons le cas d'un médecin européen exerçant à Rabelais, région d'Orléansville, qui explique comment il lui arrive, les jours de marché, de faire plus de 30 000 francs par matinée. Je mets 3 seringues d'inégale grosseur remplies de sérum salé et je dis au malade, quelle piqûre veux-tu? Celle à 500, à 1000 ou à 1500. Presque toujours, ajoute ce médecin, le malade choisit la piqûre la plus chère. De plus, dans les centres de colonisation, le médecin est presque toujours en même temps propriétaire terrien. Il est exceptionnel de voir en Algérie, colonie type de peuplement, un médecin qui ne s'attache pas à l'exploitation agricole, au travail du sol. Soit que la terre lui vienne de sa famille, soit qu'il en ait fait personnellement l'acquisition, le médecin est un colon. La population européenne en Algérie n'a pas encore donné naissance, de façon tranchée, aux différents secteurs de la vie économique. La société coloniale est une société mobile, mal structurée, et les migrés, même techniciens, assument toujours un certain degré de polyvalence. Il y a un industrieux, un défricheur, un aventurier qui sommeille chez tout Européen aux colonies. Il n'y a pas jusqu'aux fonctionnaires mutés pour 2 ans dans un territoire colonial, qui ne se sentent par certains endroits, psychologiquement modifiés. Chaque médecin a ses vignes. Et l'avocat s'occupe de ses rizières avec autant d'acharnement que n'importe quel colon. Le médecin ne se définit pas socialement, par le seul exercice de sa profession. Il est également propriétaire de moulins, de caves, d'orangeries et sa médecine est coquettement présentée par lui comme un simple appoint. Ne dépendant pas exclusivement de sa clientèle, puisant des revenus quelquefois énormes, dans ses propriétés, le médecin a une certaine conception de la morale professionnelle et de la pratique médicale. La morgue colonialiste, le mépris du client, la brutalité haineuse, avec le malade indigent,
L'absence de conscience sont plus ou moins contenues dans la formule « Je n'attends pas après les clients pour vivre ». Le médecin de Besançon, de Liège ou de Bâle a échappé à la terre et se cantonne dans le secteur économique défini par sa technique. En contact avec une humanité constamment blessée, celle des malades ou des infirmes, le médecin se situe sur un plan de valeur. D'où son appartenance habituelle au Parti démocratique et ses idées anticolonialistes. Aux colonies, le médecin fait corps avec la colonisation, avec la domination, avec l'exploitation. En Algérie, il ne faut donc pas s'étonner que des médecins et des professeurs de faculté soient à la tête des mouvements colonialistes. Le médecin algérien est intéressé, économiquement, au maintien de l'oppression coloniale. Il ne s'agit pas de valeurs ou de principes, mais du niveau de vie incomparablement élevé que lui procure la situation coloniale. C'est ce qui explique que très souvent il se transforme en chef de milice ou en organisateur de raids contre terroristes. Aux colonies, même chez l'intellectuel, il y a en temps normal, c'est-à-dire hors de la guerre de libération, du cow-boy et du défricheur. En période de crise, le cow-boy tire son revolver et ses instruments de torture. On ne sait jamais bien expliquer dans le monde l'assassinat de certains médecins en Algérie. Dans les guerres les plus cruelles, la tradition veut que le corps médical soit laissé à l'écart. Par exemple, en 1944, libérant un village dans la région de Belfort, il nous est arrivé de laisser une garde à la porte d'une école où des chirurgiens allemands opéraient des blessés. Les hommes politiques algériens n'ignorent pas l'existence des lois de la guerre. Ils savent la complexité du problème et la situation dramatique de la population européenne. Comment s'expliquer dans ces cas les décisions prises d'attenter à la vie d'un médecin? C'est presque toujours parce que le médecin lui-même, par son comportement, a décidé de s'exclure du cercle protecteur que tissaient autour de lui les principes et les valeurs de la profession médicale. Le médecin qui est tué en Algérie, isolément, est toujours un criminel de guerre. Il y a dans une situation coloniale des réalités particulières. Dans une région donnée, le médecin se révèle quelquefois comme le plus sanguinaire et le plus implacable des colonisateurs. Sa qualité de médecin n'est plus perçue. De même qu'il fut médecin, en plus de ses propriétés, de même il sera le tortionnaire accidentellement médecin. Il arrive également aux médecins européens en Algérie de délivrer à l'autorité judiciaire un certificat de mort naturelle pour un Algérien décédé sous la torture. Ou plus simplement, froidement exécuté. De même, il est constant que la défense, ayant demandé une autopsie l'obtienne, mais que les résultats soient négatifs. Sur le plan strictement technique, le médecin européen collabore activement avec les forces coloniales dans ce qu'elles ont de plus épouvantable et de plus dégradant. Nous voudrions citer ici quelques-unes des pratiques exercées en Algérie par le corps médical européen et qui éclairent certains assassinats de médecins. D'abord, le sérum de vérité. On en connaît le principe, une substance chimique aux propriétés hypnotiques est injectée dans une veine, ce qui provoque, quand l'opération se fait lentement, une certaine perte de contrôle, une pacification de la conscience. Une méthode très dangereuse et qui peut être à l'origine de gros délabrements de la personnalité. Les médecins européens d'Algérie utilisent le sérum de vérité avec une fréquence hallucinante. Rappelons ici l'expérience de Henri Alleg, rapportée dans la question. D'autres médecins, attachés aux différents centres de torture, interviennent après chaque séance pour remettre en état le torturé et rendre possible de nouvelles séances. Dans cette conjoncture en effet, l'important est que le prisonnier ne fausse pas compagnie à l'équipe chargée de l'interrogatoire, donc reste en vie. Les toniques cardiaques, les vitamines à dose massive, avant, pendant et après les séances, tout est mis en œuvre pour maintenir l'Algérien entre la vie et la mort. 10 fois le médecin intervient, 10 fois il confie de nouveau le prisonnier à la meute de tortionnaires. Enfin, il faut signaler l'habitude prise par certains psychiatres de voler au secours des policiers. C'est ainsi que des psychiatres d'Alger, connus de nombreux prisonniers, ont pratiqué des électrochocs à des inculpés et les ont interrogés à la phase de réveil caractérisée, ici aussi par une certaine confusion, un relâchement des résistances, une disparition des défenses de la personne. Lorsque par hasard ces hommes sont libérés parce que, malgré cette barbarie, le médecin n'a obtenu aucun renseignement, c'est une personnalité en lambeaux qui nous est confiée. Le travail de reconstruction de l'homme est alors extrêmement difficile et c'est l'un des nombreux crimes dont se sera rendu coupable le colonialisme français en Algérie.